Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'une promesse entre voyous. Une parole donnée qui va aboutir à quelque chose d'insensé, une évasion en hélicoptère de la prison des Baumettes à Marseille, sous un déluge de coups de feu, tirés depuis les miradors par les surveillants. Et l'histoire d'une cavale avec femme et enfants qui va, comme toutes les cavales, se terminer par une interpellation. Retour à la case prison. La première fois que j'entends parler de Patrick Guillemin, c'est à Marseille. Dupond-Moretti m'attend dans une voiture de location, il a une paire de Ray-Ban, il me fait signe par la fenêtre, monte. Et puis on part, il démarre. Je lui dis, où est-ce qu'on va? Il me dit, écoute, tu te souviens de l'évasion en hélicoptère des Baumettes, il y a 3 mois? Ouais, ok, je me souviens, très bien, ça a mal tourné. Les surveillants ont tiré, l'hélico est parti avec un type accroché au filin. Il me dit, ouais, dans l'hélico, il y avait mon client. Celui qui a détourné l'hélico, c'est mon client. Il s'appelle Patrick Guillemin, et là, on va le voir. Et donc, l'histoire commence. Voilà. À l'époque, j'avais pas compris hélico, moi. Louer un pigeon, c'était acheter un maton pour moi. J'ai dit, je retourne dans le Nord, quand t'es prêt, tu m'appelles. Il m'a dit, d'accord, moi, je prépare les planques, les machins, etc. D'accord. 8 jours après, il m'appelle, il me dit, tout est prêt. J'ai la planque, les armes, l'endroit où l'hélicoptère, et là, je comprends ce que ça veut dire louer un pigeon. Je n'avais pas percuté. Et l'argent, enfin tout. Et là, je comprends que c'est louer un hélicoptère. Donc, il a dû sentir un blanc, il m'a dit, ça va toujours? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, Jean-Louis. Ce que je t'ai dit que je ferai, je le ferai. À Marseille, le plan épervier a été déclenché pour retrouver le dernier détenu qui s'est évadé hier par hélicoptère de la prison des Baumettes. Il est un peu plus de 16h15, cet hélicoptère filmé par un caméraman amateur vient de permettre l'évasion de 5 détenus de la prison des Baumettes. Ils les ont posés, ça a fait nuage de poussière, et puis après, peut-être 2 minutes après, on a vu l'hélicoptère repartir, et plus personne. Tirer sur un hélicoptère, c'est quasiment impossible. 4 détenus peuvent monter dans l'hélicoptère, le 5e reste accroché la tête en bas au bout du filin, il est mort lorsque l'hélicoptère redémarre. L'instant où j'accepte d'organiser une évasion. On ne naît pas gangster, on le devient. Mais il y a des naissances moins favorisées que d'autres. Patrick Guillemin, il est le fruit du viol de sa mère par son beau-père lorsqu'elle avait 16 ans. Plutôt que de subir la honte, chez elle à Besançon, sa mère fait ses valises et elle atterrit dans une maison de repos dans la région d'Arras, où elle accouche. Après ma naissance, elle est retournée dans cette maison de repos. Elle y est restée 2 ans, elle a travaillé là-bas. Et au bout de 2 ans, j'ai un très vague souvenir, mais j'ai des flashs comme ça d'elle. Et au bout de 2 ans, elle est repartie à Besançon pour voir sa famille. Mais elle n'est jamais revenue. Elle m'a laissé donc à la directrice de cette maison de repos, qui était une vieille demoiselle très catholique, très stricte. Je l'ai toujours, vous voyez, mais c'est ma mère. Et c'était très difficile. C'était très difficile parce que elle était stricte, rigide. Moi, j'étais dans le château, mais franchement, j'étais content quand j'étais en pension parce que moi, je pouvais rester dans le château pendant 3 semaines sans la voir, à s'occuper des pensionnaires. Je mange très vite parce que j'essayais de manger entre la distribution des médicaments. Moi, je mange dans la cuisine et les pensionnaires, moi, avec la tantine, mangeaient dans la salle à manger. Et entre le moment où elle distribuait les médicaments et qu'elle les ramenait dans la cuisine, il fallait que je mange vite, parce que si elle me voyait, elle me faisait faire des devoirs tout de suite. Donc moi, j'étais dans ce château, mais je m'ennuyais dans ce château. J'étais tout seul, j'avais pas d'amis, j'avais personne. Donc j'étais souvent dans un arbre. J'étais déjà dans mes pensées à l'époque. Ça m'a certainement aidé pour l'isolement. J'étais tout seul dans le château et je me nourrissais beaucoup de lecture. Et je lisais beaucoup, parce que je m'ennuyais en vérité. Et dans mes lectures, j'aimais beaucoup ce que je n'avais pas. J'aimais beaucoup l'histoire d'amitié. Je l'ai trouvé dans des moments forts des histoires d'amitié. La guerre ou des coups. Il n'y avait pas de guerre à l'époque. Donc j'ai dit, je vais devenir voyou. Rien ne le prédispose à devenir le braqueur qu'il va être, parce que quand il est enfant, il est dans cette espèce de cocon
au château, avec la tontine. Il a des livres, il a une bibliothèque. Mais moi, j'avais une image très romanesque et très romantique du milieu. Hein. Pour moi, il y avait un parrain, la famille, toutes ces choses, ce que j'avais pas finalement. Et je suis parti à Marseille pour ça, pour rencontrer un parrain, un papa peut-être, je sais pas. Et je suis allé là-bas. Et puis j'aimais beaucoup ces histoires. Pour moi, il y avait l'honneur, la parole, choses et tout. Ça n'existe pas. Hein. C'est pas ça du tout dans le milieu. Hein. C'est plutôt les enculeries et les enculeries. La tontine, qui devait peut-être se douter de quelque chose. Il ne fallait pas qu'il se fasse des amis fidèles parce qu'il aurait choisi les mauvais garçons et que rapidement, ça serait parti de travers. Comme elle avait peur de ça, eh bien, elle le changeait d'établissement. Dès qu'il se faisait des amis et dès qu'il lui disait qu'il s'était fait des amis, elle s'empressait, elle, au lieu de rencontrer ses amis et de dire à Patrick, amène-les au château, je veux les voir, eh bien, elle le changeait de lieu de scolarité pour couper ce cordon dont elle savait ou dont elle craignait qu'il lui amène une contamination nauséabonde et dangereuse. Et elle m'a raconté qu'elle l'aimait beaucoup, qu'il était très attachant, que dès le départ, on sentait qu'il était très intelligent. Elle a adopté 5 enfants. 5 enfants de l'institution, dont Patrick. Et elle me disait avec plein de tristesse, ils ont bien réussi, hein, les 4 autres. Il y en a un qui a une très très belle situation. Les 3 autres qui s'en sont sortis. Puis elle dit, Patrick, j'y arrivais pas, quoi. À un moment, à l'adolescence, c'est parti de travers et j'y arrivais pas. Puis un jour, il m'a dit, voilà, je fais ce que je veux. Il y avait un bal à côté de chez moi. Et moi, j'étais enfant de cœur pendant 8 ans. Vous voyez où ça m'a amené. Hein. Et un jour, j'ai piqué la pièce de 5 francs. Et je suis allé au bal, qui était pas très loin de chez moi. Je suis sorti, le château, j'habitais dans une aile, passé par la fenêtre, je suis sorti. Il y a eu une grosse bagarre et tout, et j'étais au milieu, moi, et j'ai pris 2-3 coups quand même. Et quand je suis rentré, le lendemain, c'est moi qui préparais le déjeuner, parce que le personnel n'était pas là, pour les pensionnaires, et après on allait à la messe à 8h. Et la tantine me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, j'avais un coup là. Je dis, je sais pas, je me suis retourné, je me suis cogné contre le cosy, et puis ma table de nuit, puis j'ai rebondi sur le cosy. Bon bref, elle m'a rien dit. Le semaine d'après, je suis ressorti. Quand je suis rentré à 2h du matin, elle était dans ma chambre, assise sur le fauteuil. Oups. Elle m'a engueulé comme d'habitude. Je me souviens, j'avais les bras croisés, ça marchait des heures, et je vacillais. Tu sais, j'avais du mal à rester sans bouger. Et le lendemain, le jardinier est venu pour mettre une raclée, et je me suis rebellé. Donc le samedi après, je me suis habillé. La tante m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je sors. Mais il ne sortira pas. J'ai dit, arrêtez-moi. Et je suis sorti. Là, elle n'a pas compris. Pour embrasser sa carrière de voyou, Patrick décide d'aller à Marseille. Seul problème, son éducation bourgeoise ne le met pas forcément dans les meilleures dispositions. Moi, je suis très particulier. Hein. Je sais pas voler une voiture, je sais pas voler une moto, je sais pas voler un vélo. J'ai jamais fait un cambriolage, je suis un tocard. Mais tocard. Je sais pas faire. J'ai pas le parcours classique du mec de cité qui d'abord vole un vélo, après il commence à cambrioler les caves, après il commence à voler les motos, après il commence à voler les autos, après il fait le cambriolage et après il va au braquage. Moi, la première chose que j'ai fait, déjà pour voir si j'étais capable de faire, c'est un braquage. J'ai braqué une banque à Marseille. Et ça a marché malheureusement. Ça a marché, très bien marché même. J'ai pris à l'époque 30 millions, ça fait 45 000 euros quand même, en 10 secondes. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Je suis rentré dans la banque, je saute au-dessus du comptoir, j'ai pris l'argent qu'il y avait derrière, je suis ressorti du comptoir, je suis parti. Moi, j'appelais ça faire des entrées-sortir. C'était très facile. Trop facile. Du coup, je l'ai fait pour voir si j'étais capable de le faire, et en même temps, pour prouver que j'étais capable de le faire aussi. Parce que je voulais rentrer dans le milieu, avoir un parrain. D'abord, je pense que j'aurais été dangereux à ce moment-là, parce que il me semblait évident que, d'après mes lectures, quand on voulait rentrer dans le milieu ou quoi que ce soit, il fallait faire ses preuves. Et à ce moment-là, j'aurais rencontré un gars, c'était Zampa à l'époque, j'aurais rencontré un gars comme Zampa, il m'aurait dit, bon, si tu veux rentrer l'équipe, tu vas tuer lui là-bas. C'était naturel pour moi, c'était normal. Il faut que je fasse mes preuves. Donc j'aurais été, je pense, capable de tuer. Après, est-ce que j'aurais réussi à vivre avec, je sais pas. Mais je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que c'était évident, c'était initiatique. Et en même temps, c'était une question de... Voilà, tu veux rentrer dans la bande, fais tes preuves. Est-ce que tu es dangereux? Je crois que je suis dangereux envers moi-même, oui. Mais pas dangereux pour les autres, je pense pas, non. Je fais des choses, mais j'ai mes limites. Et je vais pas tuer pour de l'argent, par exemple. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais je vais braquer, j'allais braquer.
Si en sortant il y avait les policiers, bon ben, ça va, j'ai joué, j'ai perdu, je pose mon arme, c'est tout. Je vais pas tirer dans le tas pour essayer de me sauver. Enfin, moi j'ai encore ces limites. Quoi. Il n'y a qu'une chose qui ne connaît pas de limite chez Patrick Guillemin, sa loyauté. En 1999, il rencontre en prison celui qui changera sa vie pour toujours, Jean-Louis Raphael. Tout commence comme ça. J'étais en prison j'avais été arrêté pour une histoire de vol d'un camion de cigarettes. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelait Jean-Louis. Il est arrivé d'un autre bâtiment. Bon, c'était pas quelqu'un que je fréquentais parce que il représentait un peu ce que j'aime pas beaucoup chez les Marseillais. C'était ce que j'appelle un 5 doigts 6 bagues, un Fatchoumaco. Quelqu'un en survêtement blanc, avec des chaînes, enfin, et puis sa petite cour autour de lui. Moi, j'étais beaucoup dans le sport et tout ça, donc on se disait bonjour, mais on se parlait pas vraiment. Un jour, je me suis retrouvé au mitard. J'avais pris un mois pour un chargeur de portable, et lui était au mitard. Il était dans un celui à côté de moi, et donc on se parlait. Il y a un petit soupirail, on montait sur les tuyaux de chauffage pour arriver au soupirail, et puis on se parlait. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un qui était complètement différent. Quelqu'un qui était seul, il était plus avec sa petite cour autour de lui. Un gars très gentil, qui avait pas besoin de jouer un personnage. Et on a sympathisé. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait une histoire que je connaissais. Puisque 15 ans avant, en prison, j'avais rencontré son père, Loul, qui lui était arrivé une histoire dramatique. Il était sorti en permission, et en permission, il avait un accident de moto avec sa fille derrière. C'était pas de sa faute, mais sa fille est décédée. Donc il est revenu en prison. 3 jours après, il est ressorti pour aller à l'enterrement, et il s'est suicidé sur la tombe de sa fille. Et je me suis rendu compte que Jean-Louis, c'était le fils de Loul. Et donc Jean-Louis est sorti du mitard 8 jours avant moi. 8 jours après, quand je suis sorti, dans ma cellule, il y avait un colis avec des gâteaux, des yaourts, de quoi. Et je ne savais pas qui avait mis ce colis. J'ai demandé au surveillant qui m'a dit ouais, il veut pas que je dise. Bon. Finalement, le lendemain, j'ai reçu un autre colis. Là, j'ai un peu torturé le surveillant. Façon de parler. Et puis, il m'a dit, c'était Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, c'était redevenu le Jean-Louis en survêtement blanc. Et donc, on se croisait dans les couloirs, on se croisait et tout, mais je marchais pas avec lui en promenade. J'étais pas très à l'aise avec toute sa cour. Et j'ai attrapé Jean-Louis. Je lui ai dit, Jean-Louis, c'est vraiment gentil ce que tu as fait. Ça me touche beaucoup, mais le fais plus. Par contre, si jamais un jour tu as un problème, Jean-Louis, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. 5 mots qu'on prononce en général à la légère, mais pas lui, pas Patrick Guillemin. Dans des circonstances que nous tairons ici, c'est lui qui s'évade le premier et retrouve sa femme Véronique ainsi que ses 2 fils, Jim et Junior. Je suis retourné sur Marseille pour chercher des papiers, pour avoir des faux papiers, et je suis tombé sur un gars dans la rue qui avait été en cellule avec Jean-Louis. Donc j'ai demandé s'il y avait des nouvelles de Jean-Louis. Et Jean-Louis, il m'a dit, oui, vous savez, il y a beaucoup de téléphones dans les prisons. Je lui ai dit, écoute, je vais donner mon numéro de téléphone. Je lui ai demandé ce qu'il avait comme opérateur pour pouvoir acheter des recharges. Et je lui ai dit, si jamais il veut, tu peux lui donner mon numéro de téléphone et qu'il m'appelle. Le soir même, Jean-Louis m'a appelé, je lui ai donné les recharges de téléphone. Et puis je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il m'a dit non. On a raccroché. Et 10 minutes après, il m'a rappelé, il m'a dit, en vérité, Patrick, j'ai quelque chose à te demander. Mais écoute, je vais te l'écrire, mais tu peux dire non. Alors j'ai dit, Jean-Louis, une fois je t'ai dit que si tu avais besoin de moi, je serais là. Donc le non, il n'existe pas. Donc dis-moi ce que tu veux. Il m'a dit, je voudrais m'évader. Et c'est là que tout a commencé. Et ça paraît complètement insensé. Et je lui dis d'ailleurs, pour 3 bricoles que t'as donné ton voisin de cellule, toi tu vas le chercher en hélicoptère. Il dit, ouais mon vieux, moi je donne ma parole et je donne ma parole. Ça paraît complètement, stupide, mais aussi naïf. C'est une réaction de gamin de 14 ans, quoi. C'est pas un adulte est censé réfléchir. Et pourtant, le garçon est réfléchi.
On m'a dit, mais attends, t'as même pas été payé pour l'histoire d'évasion? Non, j'ai pas été payé. T'as fait ça pour un colis? Personne ne peut comprendre. C'est pas le colis, c'est le geste moi, ça me suffisait, ce geste-là. Attends, Patrick, pour 2 yaourts de machin, t'as été risqué ta vie, ouais, ça n'a rien à voir. Lorsque Jean-Louis expose son plan pour la première fois à Patrick au téléphone, il utilise un terme bien précis, louer un pigeon. Moi, à l'époque, j'avais pas compris hélico, moi. Louer un pigeon, c'était acheter un maton pour moi. J'ai dit, je retourne dans le Nord, quand t'es prêt, tu m'appelles. Il m'a dit, d'accord, moi je prépare les planques, les machins, etc. D'accord. 8 jours après, il m'appelle, il me dit, tout est prêt. J'ai la planque, les armes, l'endroit où l'hélicoptère, et là, je comprends ce que ça veut dire louer un pigeon. Je n'avais pas percuté. Et l'argent, enfin tout. Et là, je comprends que c'est louer un hélicoptère. Donc, il a dû sentir un blanc, il m'a dit, ça va toujours? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, Jean-Louis. Ce que je t'ai dit que je ferai, je le ferai. Et je suis sûr que Jean-Louis Raphaël, il attend comme réponse, attends, non. Et l'autre, Guillemin, lui dit, ouais, je viens de chercher, d'accord, pas de problème. C'est l'instant où soit il est complètement fou, timbré, Guillemin, soit l'instant où il est magnifique, extraordinaire, chacun va se faire son opinion. Il y en a qui vont dire, mais il est trop con, comment on peut faire un truc pareil? Puis il y en a qui vont dire, waouh, chapeau. Moi, je me mets entre les deux, je mets le curseur au milieu. Tous les jours, Jean-Louis me disait, appelle un tel, il va te ramener une voiture volée, appelle un tel, il va te ramener des armes. À Jean-Louis, il lui disait oui, à moi, il me disait non. Je pense que Jean-Louis, l'erreur qu'il a faite, c'est que à tout le monde, il disait, je vais m'évader. Et ça fait peur. Entre-temps, j'ai récupéré, moi, des faux papiers. Donc, je suis allé dans un autre hôtel. J'ai sympathisé avec le gérant du restaurant. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas des endroits à visiter pour mes enfants, etc. Et je lui ai expliqué que ma voiture, on était en vacances, et que ma voiture était tombée en panne, elle était en réparation, mais que je l'aurais pas pendant une dizaine de jours. Il m'a proposé gentiment de me prêter sa voiture. J'ai pu comme ça faire des repérages et tout, parce que c'est pas si évident que ça. Il a fallu trouver des endroits où l'hélicoptère pourrait se poser, parce que je pouvais pas aller louer un hélicoptère avec 2 gros sacs remplis de filins ou de harnais, etc. Finalement, j'ai trouvé un endroit où louer l'hélicoptère, au Castellet. J'ai appelé le pilote d'hélicoptère en lui demandant si on pouvait faire un baptême de l'air. Mais à ce moment-là, Véronique ne devait pas venir. Il y avait quelqu'un qui devait venir. Le jour de l'évasion, je suis allé au Castellet. Jean-Louis m'a dit, il va venir. Personne n'est venu. Et là, j'étais vraiment embêté parce que quand on se posait dans la clairière, il fallait aller chercher les filins, tout ça et tout. Je pouvais pas laisser le pilote tout seul. Il serait reparti. Abandonné de tous, Véronique, la femme de Patrick, lui a proposé son aide et il a accepté. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez emmené votre femme dans un truc pareil? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le pilote d'hélicoptère était un gars assez costaud, nez un peu écrasé et tout. Et en parlant avec lui, je lui ai dit, je lui ai demandé comment c'était facile à piloter un hélicoptère. Il m'a dit, c'est plus facile qu'une voiture. J'ai dit, vous étiez à l'armée avant? Parce que souvent, les pilotes d'hélicoptère, ce sont des retraités de l'armée et tout. Et il me dit, non, je suis pas à l'armée du tout. J'étais pas à l'armée du tout. Moi, je suis anti-violent. Et à ce moment-là, Véronique m'a touché l'épaule parce qu'elle avait repéré la carrière en dessous. Et là, je l'ai braqué. Au moment où il m'a dit, je suis un non-violent. Donc après, évidemment, Véronique est descendue et je suis reparti avec lui. Arrivé au-dessus des bombettes, il m'a dit non, mais il y a des filins et tout, et ils vont tirer. J'ai dit mais non. Moi, avec le bruit des rotors, je n'entendais pas du tout les coups de feu. Mais les miradors autour ont commencé à tirer. C'était le Vietnam. J'ai jeté les filins. Je les ai soulevés. Moi, ma peur, c'était que Jean-Louis, et puis parce qu'il avait invité d'autres personnes, que Jean-Louis et les autres tombent. Au départ, je devais mettre des harnais pour tout le monde. Et finalement, c'était trop... J'avais peur que ça s'en mêle quand je jette les cordes. Donc j'ai dit à Jean-Louis, je vais pas mettre de harnais. Je vais vous mettre une poignée et je vais t'expliquer comment on tient la poignée pour pas tomber. Et j'avais mis une poignée avec des poignées avec des nœuds autobloquants. J'ai fait un peu d'escalade, donc je savais un peu le faire. Mais Jean-Louis m'a dit, écoute, mets-moi un harnais, moi j'ai peur de pas avoir la force. Du coup, j'ai laissé un harnais. Jean-Louis l'a enfilé. Ça va avoir son importance pour après. Il a enfilé le harnais, je les ai soulevés,
Et après, je me suis posé sur le terrain de football qui était juste à côté, le terrain de football des Baumettes. Il y avait énormément de poussière, avec le rotor, évidemment. Il est arrivé 3-4 mecs dans l'hélicoptère à toute vitesse en disant « décolle, décolle » en hurlant. Moi, je voyais pas Jean-Louis. Je dis « il est où Jean-Louis ?» Il n'était pas là. Et j'ai vu une masse un peu plus loin, là-bas, au milieu de la poussière et tout. Et j'ai braqué le mec qui était à côté en lui disant « va le chercher ». Il n'a pas bougé, j'ai tiré au-dessus de sa tête, il n'a toujours pas bougé. Et finalement, c'est le petit Yann qui est parti. Il a pris une balle dans le cou, d'ailleurs, Yann, quand il est allé voir. Et il est revenu, il m'a dit il est mort, il a pris une balle dans la tête. Et ce que je ne savais pas, c'est que Jean-Louis était toujours accroché avec son harnais en dessous. Quand j'ai eu les dépositions, la première des premières choses que j'ai faites, c'est de savoir si Jean-Louis était mort quand on est parti. Et finalement, il était mort. Parce que ça me perturbait de savoir qu'il ait pu claquer dans les rochers et mourir comme ça, quoi. C'est vrai, des histoires d'amour comme des histoires d'évasion, elles se terminent mal en général. Patrick Guillemin se retrouve avec une balle dans l'épaule et des passagers clandestins qu'il ne connaît pas. Et on est reparti. On s'est posé dans la carrière. Ils sont partis en courant vers la voiture. Moi, j'avais un peu de mal. J'ai perdu pas mal de sang et c'était un peu délicat. J'avais trouvé une planque, une chasse gardée à 10 km de là, dans le milieu d'un bois. Et donc, je les ai menés jusque-là. Je suis descendu de la voiture. Je suis rentré dans le petit chemin. J'ai dit, c'est par là. J'ai entendu, on reste pas là, c'est trop près. Ils sont partis, ils m'ont abandonné dans la forêt. Finalement, bon, donc ils se sont fait choper juste derrière. 1 heure après, je me retrouve en cavale avec ma femme et 2 enfants. Une balle dans l'épaule. Une balle dans l'épaule. Tu vas voir un médecin, tu vas voir quelqu'un? Non. Le soir même, non, en cavale, c'est difficile. Il y avait un morceau, un éclat qui frottait contre mon omoplate, ça devenait, c'était très, très pénible. Et donc, Véro, elle a mis un petit coup de canif dedans, puis elle l'a enlevé. Elle m'a recouché avec du fil de pêche. Lâché par les siens, abandonné dans la nature, Patrick voit le milieu lui fermer toutes les portes. Aux abois, c'est finalement un ancien co-détenu qui va lui tendre la main à Marseille. J'avais son numéro de téléphone, j'ai dit j'ai un souci. Il m'a posé qu'une seule question, alors que tout le monde me mettait des coups de pied, ne m'appelle pas. Une seule question, il m'a dit t'es où? Je dis je suis à tel endroit. Je suis arrivé, et il m'a dit, il m'a posé aucune question. Il m'a dit tu vas à un endroit tranquille? J'ai dit oui. Il m'a dit je viens d'acheter un château à Alençon-de-Provence. Et il m'a emmené dans ce château. Et je suis resté 2 mois dedans. Le coup de l'hélicoptère en 99, il s'est mis la rouge au revers du blouson. Il a sa légion d'honneur de voyou. Quand j'étais en cavale au château, j'ai réussi à contacter la mère de Jean-Louis. Elle est venue me voir, j'ai besoin de son absolution. Elle est venue me voir, elle m'a aidé. C'est une femme extraordinaire. Elle a perdu son mari, mort violente, il s'est suicidé. Sa fille, mort violente, accident de voiture. Elle venait de perdre son fils là, pour l'évasion. Il lui restait un fils qui avait des problèmes d'addiction. Et 3 mois avant le procès, il s'est jeté du 8e étage. Tous les gens qu'elle aimait sont morts d'une mort violente. Mais moi, quand j'ai rencontré cette femme, c'était une femme costaud. Elle pleurait pas. J'avais besoin de son absolution. J'avais besoin de lui dire, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis désolé, quoi. Et quelque part, il est mort à cause de moi. Je serais pas venu, il serait pas mort. C'était très important que je la voie. Elle aurait pu être suivie ou quoi que ce soit, mais j'aurais fait n'importe quoi pour la voir. C'était important pour moi. Elle m'a dit, Patrick, je te remercie pour ce que tu as fait. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Louis, sa femme était enceinte, comme c'est souvent le cas, il est né le vendredi, Jean-Louis est mort le samedi. Et d'abord, c'est une des raisons pour lesquelles je disais, Jean-Louis, il n'était pas dans la bonne cour. Il était le samedi ou le mercredi. J'y vais le mercredi. Il m'a dit non. Patrick, il me dit, j'ai entendu mon fils, le vendredi, il a entendu son fils pleurer et tout. Il m'a dit, viens me chercher, je dis. Et là, j'ai fait une erreur. Si j'étais pas aussi obtus dans mon truc, je dis un truc, je le fais. Mais à un moment, ça devient con. Parce que si j'avais pas été aussi obtus, j'avais 1000 raisons de dire, Jean-Louis, il n'y a pas de planque. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a personne, j'ai pas de voiture volée. Prépare-toi
Et quand tu seras prêt, je reviendrai. Et je l'ai pas fait. J'ai voulu continuer. Après, ça devient de la bêtise. Et c'est à ce moment-là, pendant sa cavale, que je rencontre Patrick pour la première fois. Je me suis retrouvé en cavale avec ma femme et mes enfants. Je savais pas comment ça allait se terminer. Une interpellation, on sait jamais comment ça finit. Hein. Donc, je suis allé voir Dupond-Moretti pour lui dire, voilà, je suis l'auteur et je suis un peu inquiet parce que je sais que ça va mal se terminer. Donc, je voudrais écarter de ma femme et mes enfants de tous ces problèmes. Alors, je me demandais si la solution, ce ne serait pas qu'elle se constitue prisonnière. Dupond-Moretti m'a dit, c'est certainement la solution la moins pire. Et donc, il m'a dit, on se retrouve mercredi. Là, j'accompagnerai ta femme devant le juge pour qu'elle puisse se constituer prisonnière. Le mercredi, je suis arrivé. Dupond-Moretti était là avec un tout petit bonhomme. Là, c'est de moi qu'il parle. Il me l'a présenté en me demandant si ça m'embêtait, si ça m'embêtait pas qu'il soit là. Donc, ça m'embêtait pas du tout. Il m'a annoncé une mauvaise nouvelle en me disant que le juge Choquet, qui s'occupait de mon affaire, était parti en vacances et qu'il ne rentrerait que le lundi d'après. Ce qui fait que je ne me suis pas rendu. En fait, Patrick va être rattrapé par ses mauvaises fréquentations, totalement par hasard. Il y a un mec en moto qui s'arrête à côté de moi. Il me dit, oh Patrick. Et c'est un gars que j'avais rencontré en prison, Dédé. Et donc, il m'a dit, ça va? Ben, je suis un peu dans la merde. Moi, j'étais abandonné par tout le monde. J'avais pas de sous, j'avais rien du tout. Et il m'a dit, tu restes dans le coin, je reviens dans 10 minutes. Il est parti. 10 minutes après, il est revenu, m'a 10 plaques. 10 plaques, ça fait 15 000 €. Du coup, le lundi, Véronique n'est pas allée chez le juge. On est parti à Disney. Disons que je crois que je voulais me remplir de souvenirs parce que je savais comment ça allait finir. Et on s'est fait arrêter 1 mois et demi plus tard. Les gars qui m'ont abandonné, quand ils se sont fait arrêter avec la voiture du restaurant. Suite à ça, les policiers sont allés là-bas. J'avais demandé des endroits pour mes enfants, pour aller me promener avec mes enfants. Ils m'avaient parlé d'un parc aquatique. Et les policiers sont allés là-bas. Et vous savez, quand vous rentrez dans un parc aquatique, on vous prend en photo automatiquement. À vous de les acheter après ou pas. Sauf que je savais pas, c'est qu'ils gardaient les photos. Et ils ont commencé à visionner toutes les photos de tous les gens dans cette période-là. Et à un moment, j'avais fait garder mes enfants par une nounou une fois pour aller faire de la plongée. Et donc, ils ont montré mes photos au gérant et à la nounou, qui à un moment a dit c'est eux. Une fois identifié, la police judiciaire de Marseille va remonter sa piste, en se focalisant sur son point faible, ses enfants. Je commençais à vouloir me convaincre que finalement j'étais pas repéré. Donc j'étais à Aix-en-Provence et c'était au mois de septembre. Les enfants, ça va à l'école au mois de septembre normalement. Donc j'ai inscrit mes enfants à l'école. Et Pierre Folacci, qui est devenu mon ami, qui est le policier qui m'a arrêté, qui était commandant de la BRB de Marseille, Pierre Folacci, une petite idée ingénieuse, il est allé voir à l'Éducation nationale s'il n'y avait pas par hasard Jim et Junior qui étaient inscrits dans une école. Bingo, j'étais inscrit à l'école de Aix-en-Provence. Folacci, c'est un petit mec avec une vraie gueule de flic, comme dans les films, qui fait de la moto, blouson de cuir, et c'est quelqu'un d'extrêmement humain. La première fois, il y va tout seul à moto, et il voit Patrick Guillemin, et rentre tranquillement à Marseille. Et le lendemain, tout le monde en voiture, et il leur explique, et ils vont chercher Patrick Guillemin. Et quand je suis revenu chercher mon fils et tout, au détour d'une rue, j'ai pas vu grand-chose. C'est allé très vite, j'avais un enfant sur l'épaule, l'autre au bras. On m'a arraché mon fils de l'épaule, l'autre au bras, et je me suis retrouvé maîtrisé. En même temps, j'ai pas résisté. Après l'arrestation de sa femme, Véronique, et la perquisition dans l'appartement du motel qu'il louait, toute la famille, avec les 2 enfants, est conduite à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. Alors, c'était un convoi. Nous étions 2 voitures. Il y avait la voiture devant avec Véronique
Jim et Junior, ma femme et mes enfants. Et moi, j'étais derrière. Pierre Folacci conduisait la voiture. Et moi, j'étais assis sur le siège arrière. Pierre et la voiture devant avaient mis les sirènes. Ça plaisait à mes enfants. Les gyrophares. Et je voyais mes enfants qui me regardaient par la vitre arrière. Ils avaient mis des masques qu'on avait achetés à Disney. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils me faisaient des petits signes. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'allais les perdre, que j'allais perdre tout ça. Et ça m'a beaucoup ému à ce moment-là. Ça m'émeut toujours d'ailleurs quand j'y pense. Et apparemment, Pierre le dit dans un de ses bouquins, que à ce moment-là, il a surpris mon regard dans le rétroviseur et il a vu que j'avais la larme à l'œil. Et apparemment, ça l'avait beaucoup touché. Pierre Folacci, il est comme ça. C'est un flic, c'est un commandant de police, c'est quelqu'un qui transige pas. Un voyou, c'est un voyou. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un de très humain. Et il me dit, je suis tellement triste pour lui, je suis hyper fier. Je vais rentrer au service, j'ai arrêté Guillemin, j'ai arrêté le mec de l'hélico, demain ça va être dans les journaux. Il est fier, c'est un flic, il a envie qu'on parle de lui et de ses affaires. C'est tellement légitime. Mais il me dit, je suis pas fier au fond de moi. Je suis pas fier parce que je sais que le mec, il y part pour des années. Je vois les gamins devant, c'est dur, quoi. Moi, évidemment, j'ai toujours fait comme ça. Quand je me fais arrêter, je dis, j'ai rien à déclarer. Puis voilà, je parlais devant le magistrat instructeur. Malheureusement, j'avais dit la même chose à Véronique. Et Véronique faisait la même chose que moi. Donc, on a passé toute la nuit, toute l'après-midi et toute la nuit comme ça. Le lendemain matin, Pierre Folacci est avec un autre homme. Et il me dit, je te présente Claude Choquet. Claude Choquet, c'était un grand juge, détesté évidemment par les grands voyous, parce que c'est lui qui avait toutes les grosses affaires et tout. Je vous dirai pas les surnoms qu'il avait. Et à ce moment-là, Claude Choquet m'a regardé et m'a dit, Monsieur Guillemin, je vais pas vous raconter d'histoire. Vous savez que vous partez pour 20 ans. Maintenant, je rencontre beaucoup de crapules dans mon métier, et j'avoue que cette histoire d'aller chercher quelqu'un par amitié, c'est une histoire, je ne saurais pas le dire, mais on va dire sympathique. Il me dit par contre, écoutez, monsieur Guillemin, vous avez décidé de pas parler, c'est votre droit, de toute façon, vous savez très bien où vous allez, vous partez pour 20 ans. Par contre, si votre femme adopte la même attitude que vous, elle va prendre 5 ans. Que si elle se conduit comme une femme de voyou, elle sera jugée comme une femme de voyou. Vous allez dire à votre femme qu'elle dise ce qu'elle a fait. Et je vous promets, elle va aller en prison. Mais je vous promets que je la sortirai avant qu'elle accouche. Et il est parti. Et j'ai vu Pierre Folacci, que je sentais bien. Il m'a dit, écoute, c'est quelqu'un avec qui je travaille, mais à l'extérieur, c'est aussi un ami. C'est un gars, il n'a qu'une parole. S'il te dit ça, c'est qu'il le fera. J'ai dit, d'accord. Appelle Véronique. Patrick Guillemin, il est comme ça. Ça va faire sourire, ou alors il y a des gens qui vont secouer la tête en m'écoutant, hein, en disant c'est quand même dire des trucs pareils, mais c'est vrai, c'est des gens qui ont un vrai sens de l'honneur et de la parole donnée. À une époque, il y a eu des gens comme ça, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est fini, plus du tout. Il y a eu des gens comme ça qui disaient aux policiers, si tu décroches ma femme, si elle n'est pas impliquée dans le dossier, si tu me promets qu'elle n'est pas impliquée dans le dossier, je te dis tout ce que je sais, dans la limite de ce que je peux dire. Donc il m'a ramené Véronique, et j'ai dit, tu dis ce que tu as fait. Et Véronique, avec sa tête, elle me faisait non comme ça, parce qu'elle pensait que c'était que je faisais semblant de lui dire ça et tout. Elle faisait non comme ça. J'ai dit, tu dis ce que tu as fait. Finalement, je l'ai convaincue. Donc elle a dit ce qu'elle avait fait, et le juge Choquet a tué sa parole, contre l'avis du parquet, et il l'a libérée 3 semaines ou 1 mois avant qu'elle accouche. Elle est restée dehors. Quand on est passé en jugement, elle a pris 5 ans avec sursis, donc elle n'est pas retournée en prison. Considéré comme un détenu très dangereux, au vu de son pédigré et de son passé, Patrick entre en prison dans des conditions de sécurité maximales. Ça a été un peu difficile parce que j'étais à l'isolement et on me changeait de prison. Je restais entre 3 semaines et 1 mois dans chaque prison. Et au mois de décembre, j'ai appris une chose. J'ai mon avocate qui est venue, qui m'a dit, tu sais que le policier qui t'a arrêté, il va voir tes enfants régulièrement. Il est allé le 14 octobre
pour l'anniversaire de ton fils, 3 ans, de Jim. Il est allé leur apporter des jouets de ta part. Le 20 novembre, il est retourné pour l'anniversaire de mon autre fils qui avait 5 ans. Et vous savez, quand vous êtes au fond du trou, comme ça, c'est des choses qui vous touchent quand même. Moi, je partais pour 20 ans, mes enfants étaient à la DAS, ma femme est en prison. Du coup, j'ai écrit un mot. J'ai écrit un mot que j'ai envoyé à la brigade pour le nouvel an, en les remerciant pour leur humanité, voilà. Ceux qui t'avaient arrêté? Ouais. Bon, pas de m'avoir arrêté, mais pour leur humanité, franchement, j'ai trouvé ça très... Mais je voulais surtout pas qu'ils pensent que je cherchais à les amadouer, parce que bon... Arrive le procès 3 ans après, à la cour d'assises de Aix-en-Provence. Alors, quand Pierre Folacci est venu témoigner en tant que policier, en tant que directeur d'enquête et tout, il a tellement été, comment pourrais-je dire ça, correct avec moi, que l'avocat général a dit, Monsieur Folacci, on vous connaît bien, on est un peu étonné par le ton que vous employez quand vous parlez. On dirait que vous avez de l'admiration pour cet individu. Il dit non, je vous dis ce qu'il en est, ce que je ressens. Bon. C'était vraiment très bien. On demande 20 ans, enfin l'avocat général demande 20 ans, je prends 14 ans, je fais appel. Je suis passé à la cour d'assises de Draguignan, qui était très très dur. À l'époque, ça avait une très mauvaise réputation. Et arrivé là-bas, toujours les mêmes témoignages de Pierre Folacci en tant que directeur d'enquête, toujours aussi gentil, entre guillemets, envers moi. Il a témoigné le matin. L'après-midi, il est revenu témoigner. L'avocat général a dit, mais Monsieur Folacci, on vous a entendu ce matin. Et il a dit, ce matin, c'est le policier, cet après-midi, c'est l'homme. En appel, Patrick Guillemin écope de 10 ans de prison. Jugé à la fois pour l'évasion, un braquage à Dijon, le vol d'un camion de cigarettes, ça porte le total à 21 ans de prison. 21 ans, c'est le quart d'une vie. Moi, je dors 4 heures par jour en plus. Moi, je fais plus de prison que les autres. Hein. Quand vous dormez, vous vous évadez quelque part. Moi, non. Moi, je voulais la faire dure. Je pouvais rester sans rien faire, mais rien du tout. Je n'écrivais pas, je ne lisais pas, et je regardais pas la télévision pendant des mois, sans m'ennuyer. Et tu faisais quoi? Je vivais dans ma tête. Quand je rentre en prison, moi, j'ai toujours dit, quand tu rentres en prison, il ne faut pas emmener les autres avec soi. Parce que tous ceux qui sont à côté de toi, quand tu rentres en prison, tu les amènes en prison. Et c'est eux qui souffrent finalement, plus que toi. Toi, tu fais des conneries, tu dois assumer. Hein. Maintenant, quand tu as une femme dehors et tout, elle a tous les problèmes de la vie. Il faut qu'elle travaille. Elle a les problèmes des maladies des enfants, des écoles, des bazars, etc., etc. Les parloirs, les avocats et tout. C'est plus dur pour eux. Nous, j'ai toujours dit, en prison, finalement, si on regarde bien, on n'a qu'à cesser vivre. On nous apporte à manger dans notre cellule. On a un toit, on a tout. C'est pas terrible la prison. Je suis pas en train de dire que c'est bien la prison, hein. Mais je dis que quelque part en prison, t'as qu'à te laisser vivre. Dehors, il faut survivre. C'est pas pareil. C'est plus dur dehors. Depuis, Patrick a retrouvé la liberté. Et en le croisant dans la rue, vous ne soupçonneriez jamais ce qu'il a pu faire. Il a retrouvé un boulot, ses enfants. Et contre toute attente, il a retrouvé le fils de Jean-Louis Raphael. Peut-être pour se rassurer, pour se dire que même si Jean-Louis est mort, même si l'évasion a échoué, même s'il a été abattu, eh bien quelque part, il continue à vivre. À travers son fils, sa femme. Patrick, il est un peu comme une protection posée sur l'épaule du gamin. Il n'est pas loin. Il y a 3 ans de ça, j'ai réussi à retrouver Dany. Dany, c'est la mère de Jean-Louis. Et là, elle vit là-bas à Alès, et elle m'a donné le nom, le numéro de téléphone de son petit-fils, Thomas, qui est donc né la veille de la mort de Jean-Louis. J'ai appelé. Il est venu avec sa mère au château. Je vous avoue que j'étais très surpris. La femme de Jean-Louis, c'est quelqu'un d'admirable, très jolie femme. En plus, avec une volonté de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Elle avait très peur que son fils suive la route de son père. Et donc, elle a quitté Marseille pour habiter un petit village
Et elle a élevé son enfant à l'écart de tout ce monde, parce que tous les amis de Jean-Louis, c'était quelqu'un de très connu dans le milieu, c'était un mec extraordinaire. Alors, il volait des voitures c'était un gros braqueur, et en même temps, il volait des voitures pour les braqueurs de fourgons. C'est un mec de confiance. Quand je les ai rencontrés, elle m'a expliqué tout ça. Elle a réussi à le mettre à l'écart de tout ça. Elle a coupé tous les ponts avec tous les amis de Jean-Louis. Et elle a élevé un bon gars, qui est horticulteur maintenant. Et d'abord, il a voulu fêter ses 18 ans et je lui ai proposé de le faire au château. Il l'a fait avec ses enfants, avec ses copains là-bas au château et tout. Mais j'ai rompu les contacts parce que la femme de Jean-Louis, c'est vraiment quelqu'un que je trouvais très bien, trop bien. Et pour dire les choses franchement, c'est une femme pour qui j'aurais eu plus que de l'affection. Et c'était impossible pour moi. J'aurais eu l'impression de trahir Jean-Louis. J'ai préféré couper les ponts pour ça. Deuxièmement, son fils, évidemment, était très curieux de son père. Et je voulais pas qu'il y ait de l'admiration, des choses comme ça. Démolir un peu tout le travail de sa mère. Et c'était impossible pour moi c'était difficile pour moi de les revoir, voilà. Si c'était à refaire, si tu devais monter dans l'hélicoptère cet après-midi pour aller chercher Jean-Louis Aubomètre, tu ferais quoi? Je serais toujours aussi idiot. Retrouvez tous les épisodes de l'Instant Où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.